Yamero Kofi Michael, c'est mon nom. Donc je présente ce petit module, un modèle de citoyenneté sous la légende du colibri. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'histoire du colibri? La légende du colibri. Est-ce que quelqu'un connaît le colibri? Alors, parlons de l'histoire du colibri. En fait, le colibri est un petit oiseau avec un long bec qui se nourrit en fait essentiellement de nectar. Donc, il est presque tout le temps sur les fleurs, en train de chercher à se nourrir. Et la légende raconte qu'il était une fois dans la forêt de l'Amazonie, au Brésil. On a tous entendu parler de l'Amazonie et nous, en fait, qui sommes dans des pays sahéliens, c'est des endroits de rêve, en fait, parce que c'est très florissant, tout semble toujours bien aller. Donc, dans cette forêt-là, il y avait les animaux, naturellement, et il y avait un arbre qui était le plus grand de tous, que tous les animaux utilisaient, certains pour leur logis, d'autres pour profiter de l'ombre, d'autres pour diverses raisons. Un jour, pour une raison totalement inconnue, cet arbre, le plus grand, se mit à brûler. Et comme on le dit d'ailleurs, quand il pleut, chacun attrape sa tête. Tous les oiseaux, tous les animaux qui utilisaient d'un moyen ou d'un autre cet arbre-là ont commencé en fait à partir. Tout le monde s'est mis à fuir, naturellement. Mais, sauf un seul, le colibri. Qu'est-ce qu'il a fait, le colibri? Tout petit qu'il soit, il est parti de l'arbre vers le point d'eau le plus proche, prendre de l'eau dans son bec. C'est vrai que son bec est un peu long, mais de la distance où il part chercher l'eau à l'arbre, de façon concrète, peut-être qu'il aura déjà consommé les 2/3 de la quantité d'eau qu'il a transportée. Et le colibri, en fait, s'est mis à aller chercher de l'eau du point d'eau pour venir arroser, verser en fait sur les flammes en fait. C'était absurde pour la plupart d'entre eux. Certains d'entre eux leur demandaient, colibri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils continuent, ils persistent. Avec leur insistance, il leur dit, je fais ma part. Le colibri savait que la forêt était en feu. Il savait qu'il n'avait aucune autre ressource, aucun autre moyen que son bec. Et ce qu'il faisait, c'était juste prendre de l'eau avec les moyens qu'il avait, vers le point d'eau le plus proche pour verser sur l'arbre. Tout le monde se pose la question, ah tiens, tout le monde se remet en cause. Si colibri qui est tout petit, avec son bec, le fait, et si on faisait tous comme lui? L'action du colibri a incité tous les oiseaux, tous les animaux à faire comme lui. Donc, tout le monde, dans un même élan, est parti de l'arbre vers le point d'eau le plus proche pour ramener en fait de l'eau pour éteindre l'arbre, pour éteindre le feu autant pour moi. À ce niveau en fait, ceux qui racontent l'histoire la racontent de deux façons en général. La première version nous dit que malgré tous les efforts qui ont été faits, l'arbre a brûlé, mais leur effort a permis de circonscrire le feu. La seconde version de l'histoire, qui est la plus intéressante, que tout le monde utilise d'ailleurs en général, c'est que leur action a permis tout de suite d'éteindre le feu et de permettre à ce que, quelque temps après, l'arbre fleurisse et l'harmonie en fait a continué de régner dans cette forêt-là. Moi, j'utilise les deux versions de l'histoire parce que toutes les deux sont pleines de sens pour nous. Dans l'un des cas, l'action du colibri a créé une vague de solidarité, dans la première version, qui a fait que les animaux se sont dit, désormais, quand il y a une catastrophe, il faut qu'on agisse tout de suite et maintenant pour éviter que la situation en fait s'empire. Ils se sont donc, ça a créé une vague de solidarité. La seconde histoire, la seconde version qui est plus intéressante d'ailleurs, nous dit que leur action a tout de suite permis de faire changer les choses en fait. Donc ça a permis en fait de tout stopper et l'harmonie a continué de régner dans cette forêt-là. Les deux versions sont importantes pour nous. On en reviendra. L'histoire que je vous partage, c'est une histoire personnelle, des expériences personnelles, un modèle de citoyenneté sous cette légende, sous la légende du colibri.
Comment tout commence pour moi? Je l'ai dit tantôt, je suis ivoiro-burkinabé, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis d'ailleurs rentré m'installer au Burkina Faso il y a juste, depuis le mois de février, donc il y a juste quelques mois, une dizaine de mois. Et étant enfant, j'étais très maladif et je fréquentais beaucoup les hôpitaux. Quand j'allais, j'étais marqué par un fait. Un peu moins le fait que je sois malade parce que j'avais quand même les ressources pour me soigner. Mais beaucoup de personnes qui étaient là n'arrivaient pas à se soigner parce qu'elles n'avaient pas de moyens. J'étais tout petit, mais j'avais mal au cœur en fait. Je me suis dit dès lors, il faut que je devienne médecin. En devenant médecin, je pourrais aider ces indigents, je pourrais aider les personnes vulnérables qui n'ont pas de moyens pour se soigner. J'ai nourri ce rêve et j'ai travaillé en fait. En terminale, je passe le bac, je suis admis. Les orientations sortent. Je regarde le résultat des orientations. Je suis orienté en géographie, pas en médecine. C'était mon monde qui s'écroulait. Toute la projection que je faisais de ma vie future s'écroulait totalement. Ma vie, en fait, en ce moment-là, n'avait plus de sens. Je me rappelle que je suis rentré à la maison tout en pleurant, tout en pleurs. J'ai passé la journée sans manger. Le lendemain, j'avais à peine mangé parce que je ne réalisais pas encore que tout ce que je faisais comme projection de ma vie future était presque en train d'aller en fumée. Le surlendemain, je me suis dit, en fait, pourquoi je voulais devenir médecin? Ce n'était pas parce que je voulais nécessairement tenir une seringue pour vacciner quelqu'un. Ce n'était pas nécessairement parce que je voulais devenir chirurgien, mais c'était parce que je voulais aider des personnes qui étaient pauvres, qui étaient dans le besoin. Je me suis alors dit qu'il fallait simplement que j'aie beaucoup d'argent. En ayant beaucoup d'argent, je pourrais aider en fait avec les ressources que j'avais. Et c'est comme ça en fait que je prends la voie de l'université. Et j'ai toujours été en fait parmi les élèves excellents en fait en géographie. J'ai toujours été distingué en fait par mon travail et j'ai continué de travailler. Donc je me suis dit, il fallait que je travaille de sorte à avoir beaucoup d'argent. Et à ma deuxième année d'université, je fais la rencontre de quelqu'un qui est devenu pour moi un mentor. Elle s'appelle Inès Aoui, qui me dit, ah Mika, Michael, diminutif, Mika, j'ai mon association, je voulais que tu intègres. J'étais un peu sceptique au début, et après je dis, ok, pourquoi pas. J'intègre l'association, je me rends compte que j'avais pas besoin d'attendre, d'avoir beaucoup d'argent pour aider les gens. En intégrant une association, je me suis rendu compte qu'avec très peu de ressources, on pouvait contribuer à donner du sourire aux gens. Dès lors, je me suis engagé en fait pleinement dans la vie associative. Je me suis engagé sur plusieurs questions. D'abord sur les questions d'environnement, parce que l'association dont il s'agissait, c'était une association qui œuvrait dans le domaine de l'environnement. Ensuite, j'ai travaillé sur les questions d'éducation, parce que comme Nelson Mandela pouvait le dire, l'éducation est l'arme la plus puissante pour permettre en fait à des populations de s'autonomiser en fait. J'ai travaillé aussi sur les questions d'accès à l'eau potable et assainissement, qui est devenue la thématique principale sur laquelle je travaille d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que résoudre un problème lié à l'eau, c'était non seulement résoudre des problèmes liés à l'éducation, parce que dans nos populations, sous nos cieux, ce sont les jeunes filles en général qui approvisionnent les ménages, donc elles vont parfois abandonner l'école pour approvisionner le ménage. C'était régler des problèmes liés à la santé, parce que consommer une eau insalubre rendra malade. Donc, à l'inverse, consommer une eau salubre évitera en fait à des personnes d'être malades. C'est aussi résoudre des problèmes à l'autonomisation des femmes. Parce qu'en fait, dans certaines communautés, elles passent beaucoup de temps dans des points d'eau, ce qui les empêche en fait d'avoir des activités génératrices de revenus et prendre soin convenablement de leur famille. J'ai aussi travaillé sur la question d'implication des jeunes. Parce qu'il fallait montrer que nous, les jeunes, on était capables. Il ne s'agissait pas de se taper la poitrine pour dire il faut qu'on donne la place aux jeunes. Mais il s'agissait de montrer que nous, les jeunes, nous étions capables d'impulser des changements positifs. Je me permets d'ailleurs de vous raconter une petite expérience qu'on a vécue avec d'autres jeunes en Côte d'Ivoire. On a créé un groupe de jeunes qu'on a appelé J'étais jeune, groupe de travail des jeunes. La création de ce groupe est partie d'un constat. On a regardé la situation politique ivoirienne, la situation ivoirienne en général, et on s'est rendu compte que les problèmes qu'on avait
étaient de deux ordres, deux grands ordres. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, en son temps, étaient liés principalement à sa constitution, qui avait des gemmes conflictuelles, et étaient liés en fait à la question du foncier rural, du foncier en fait en général. Donc, on a commencé à travailler sur ces questions-là. C'est un groupe qui était constitué au départ d'une quinzaine de jeunes. Après, d'autres jeunes nous ont rejoints. On était autour de 20-25. Et on a commencé à mener des réflexions. Quelque temps après que le GT Jeune soit mis en place, le président de la République annonce qu'il aurait une réforme constitutionnelle. Donc, on se focalise essentiellement sur la question constitutionnelle et on met en place une campagne, la constitution que nous voulons. L'intérêt, d'une part, c'était d'impliquer les jeunes, impliquer les populations, donc intéresser la population aux questions de la Constitution, mais les jeunes en particulier. Et secondement, ce n'était pas que ça, c'était de faire des propositions. Parce que souvent, on ne fait pas de propositions. On est bon à critiquer, mais on ne fait pas de propositions concrètes. Le groupe qu'on avait, il y avait des juristes. Moi, je suis géographe de formation, donc en clair, je ne comprenais rien au départ sur les questions spécifiques de droit. Il y avait des sociologues, il y avait des personnes de diverses formations. Donc, on a réfléchi, on a relu l'ancienne constitution. Donc, l'ancienne constitution, en fait, datait de 2000. On l'a relue de fond en comble. On a relevé, selon nous, les points qui étaient conflictuels et on a fait des propositions. Je me rappelle qu'au départ, quand on travaillait, on avait fait 48 propositions. C'était assez houleux parce que, il fallait se convaincre de la pertinence de certains éléments et tout. Et on a fini par retenir 20 propositions qu'on a utilisées. On a présenté, en fait, on a rencontré, en fait, un certain nombre d'acteurs, dont le ministre de la Jeunesse actuelle, qui était en son temps le conseiller spécial du président de la République chargé de la jeunesse, à qui on a présenté en fait nos propositions. On a rencontré la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, on a rencontré la commission de la CEDEAO, on a rencontré un certain nombre d'acteurs et on a entrepris une série d'activités en fait. Donc on a formé d'autres jeunes parce qu'on s'était rendu compte qu'à nous seuls on ne pouvait pas tout faire. Et comme un effet boule de neige, il fallait entraîner d'autres jeunes avec nous. Nous sommes allés à Boaké, qui est au centre de la Côte d'Ivoire, au nord-est, à Bondoukou, pour parler de la Constitution. Tenez-vous bien à nos propres frais. Nos propositions sont parvenues dans les mains du chef de l'État, qui avait promis les donner au comité d'experts pour qu'ils tiennent compte. On ne nous avait pas invités à la table de discussion. On s'était nous-mêmes invités à la table de discussion. Personnellement, je travaillais dans une entreprise dans le domaine de la sécurité incendie, comme technico-commercial, parce qu'à côté de mon diplôme de géographe, je suis aussi diplômé en fait en gestion commerciale. Je faisais un travail dans lequel je ne me sentais pas du tout épanoui. À un moment, je décide de tout arrêter et de dire, je me consacre à autre chose. Mes passions, c'est tout ce qui est en rapport avec le communautaire, mais l'élevage. Donc, je me retire pour me donner à ma seconde passion, l'élevage. Donc, je crée une entreprise spécialisée dans le domaine de la commercialisation, la production et la commercialisation de viande de lapin, avec laquelle, je fais 6 mois, j'apprends énormément de choses. Mais les activités ont commencé à très bien aller. On a commencé à avoir de l'argent. Mais je me rends compte à un moment donné que j'aurai tous les millions du monde, je ne serai jamais heureux et épanoui. Parce que mon épanouissement ne résidait pas à avoir seulement de l'argent. C'était plutôt aider les autres. Et c'est là que je fais un tournant à 360 degrés. Parce que j'abandonne tout ce que j'avais comme acquis en Côte d'Ivoire. Et je décide de venir au Burkina Faso, dans mon second pays. Où l'important pour moi était de commencer quelque part. Donc je fais 1001 demandes de stage. J'ai des amis ici qui peuvent témoigner un peu partout. Ça n'a pas été facile au départ, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, en fait, je travaille au secrétariat permanent des ONG comme chargé de l'animation du groupe thématique eau potable, hygiène, assainissement. Le SPON est une fêtière qui regroupe 206 ONG œuvrant sur le territoire burkinabé. Ce n'était pas du tout évident dès le départ. On parlait du colibri. Est-ce difficile d'être un colibri? Non. Pas du tout. Premièrement, il suffit juste de changer
les questions qu'on se pose. Comme le disait le président Kennedy, ne nous demandons pas ce que notre pays peut faire pour nous. Moi, je dirais, ne nous demandons pas ce que notre communauté peut faire pour nous, mais demandons-nous toujours et toujours ce que nous pouvons faire pour notre communauté. Secondement, il faut qu'on sache, il faut qu'on ne doute pas de notre capacité à impulser des changements positifs. C'est possible qu'on le fasse. L'initiative de Christian était très belle. Il y a des amis ici qui ont monté des initiatives assez intéressantes. On le peut en fait. On peut impulser des changements positifs. Margaret Mead le disait. Margaret Mead est la sociologue américaine. Ne doutez pas de la capacité d'un petit nombre de gens engagés et dévoués à changer le monde. On a juste besoin de deux choses. Notre engagement et notre dévouement. Et enfin, ça va toujours sembler impossible jusqu'à ce qu'on se mette à l'action. Et Nelson Mandela disait à ce propos, ça paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'il soit fait. Nous aussi, nous pouvons impulser des changements positifs. Nous aussi, comme le colibri, nous pouvons être des vecteurs de changement. Le colibri, à lui seul, a créé derrière lui une vague de solidarité. Le colibri, à lui seul, a permis en fait d'éteindre le feu, à faire des choses grandes. Nous aussi, nous pouvons être des colibris dans notre communauté. Merci beaucoup.